Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Dominique Versini. Très heureux d'être, très heureux parce que je parle au nom de tous, mais très heureuse pour moi d'être dans ce bel endroit à la mairie de Paris avec vous tous. Très honorée que ce colloque sur l'école puisse avoir lieu ici, à la mairie de Paris. Et Dominique, lorsque tu nous lisais en conclusion cet engagement, vers quoi on doit tendre sur le plan international, et tu disais que Anne Hidalgo, que toi, nous aussi on croit, et ça suffirait en fait, ces mots suffiraient pour nous engager aujourd'hui dans le travail qu'on doit faire. C'est quand même très joliment dit, c'est assez transgressif en réalité par rapport à ce que nous sommes encore aujourd'hui capables de faire pour nos enfants. Et c'est vrai que, en tous les cas, ça doit nous servir d'horizon, mais d'horizon pragmatique. Il y a des mots quand même qu'on entend rarement dans les textes internationaux sur la question de l'identité, des histoires, des langues. Et je crois vraiment que ces éléments-là doivent nous servir de guide. Alors, très heureuse d'ouvrir avec toi, Dominique, ce colloque. Donc c'est le 17e colloque de la revue L'Autre. Ça m'impressionne. Tout ce travail fait par l'équipe de la revue depuis l'année 2000, qui permet de décliner un certain nombre de préoccupations collectives, et aujourd'hui celle de l'école. C'est le deuxième colloque de Babel, le centre de ressources transculturel, centre de ressources européen, centre de formation. Pareil, centre Babel, qui est aussi d'ailleurs a été beaucoup, dont la naissance et le développement a beaucoup été soutenu par la mairie de Paris, pour que nous ayons la possibilité, comme les autres pays européens, de faire de la formation et de potentialiser les ressources au bénéfice de ces questions transculturelles et des enfants d'où qu'ils viennent, qu'ils soient enfants de migrants, qu'ils soient enfants d'ici d'ailleurs, qu'ils soient enfants qui voyagent eux-mêmes avec ces nouvelles problématiques des enfants dits mineurs isolés en Europe, qu'on puisse faire de la formation, qu'on puisse faire de la recherche et qu'on puisse modifier nos pratiques pour être plus fraternels en fait avec ces enfants, et leur permettre de dire nous. J'ai lu récemment cette phrase de Mona Ozouf qui m'a impressionnée. Mona Ozouf, cette historienne philosophe dont on, à la maison, parlait breton lorsqu'elle a grandi. Et Mona Ozouf, dans un interview récent, disait « Mais au fond, la seule problématique qu'on devrait avoir dans nos sociétés multiples et complexes, c'est de se demander chaque fois qu'on crée un nouveau dispositif, chaque fois une nouvelle mesure à l'école ou ailleurs, de se demander si ça va permettre à tous les enfants de dire « nous ». Vraiment, qu'on soit tous inscrits dans le lien social, et donc effectivement à la fois dans la transmission familiale, mais aussi dans le monde extérieur, dans les valeurs du monde extérieur que nous avons choisi ou que nos parents ont choisi pour nous. Et donc je trouve que là, il y a là aussi un beau défi de dire nous. Donc c'est aussi le 5e colloque de la Maison de Solène,
Maison de Solène, donc Maison des adolescents de l'hôpital Cochin, qui accueille les adolescents, mais aussi, quelle que soit leur pathologie, mais aussi les enfants de migrants, les enfants mineurs isolés, les enfants de l'adoption internationale, les enfants de couples mixtes, enfin tous ces enfants qui traversent des univers, des mondes, des langues. Donc ce colloque réunit toutes ces équipes. Nous les avons mis ensemble pour ce sujet qui nous intéresse et nous passionne tous sur l'école. Et je dois vous remercier d'être d'abord très nombreux, mais aussi de venir du monde entier pour ce colloque. Alors tout à l'heure, je demandais à Serge de me dire les pays, il me dit non, c'est pas possible, le monde entier. Bon, peut-être que c'est un peu excessif, mais en tous les cas, vous venez d'Afrique, d'Asie, d'Europe, avec beaucoup de représentants d'Italie, des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg, de France bien sûr, et des différentes régions et des dom-toms. Donc cet honneur que vous nous faites de croire dans la possibilité de réfléchir avec nous et de travailler avec nous. Ah, j'ai oublié l'Amérique et le Québec. Donc, vous voyez, il y avait vraiment le monde entier. Alors, et puis pareil pour les intervenants, le plaisir d'accueillir des intervenants de différents pays, en particulier du Québec, avec Cécile Rousseau qu'on va entendre au tout début, et je la remercie déjà. Donc, des enjeux importants. Alors juste, je voulais en souligner deux. Et ce matin, en ouvrant les réseaux sociaux sur mon téléphone, j'ai reçu, par exemple, je me suis dit que vraiment l'actualité de l'école était importante, outre pour la France la question de la réforme des collèges en particulier, des apprentissages. Il y a eu les rythmes scolaires il n'y a pas longtemps, mais ce matin même, en ouvrant donc les informations, disons, qui arrivent comme ça, je voyais arriver donc un rapport de l'UNICEF sur la relation des enfants à l'école, un rapport qui mettait en évidence une sorte de... alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, je l'ai regardé rapidement, mais ce qui m'a paru très intéressant, c'est que pour une fois, il donne la parole aux enfants. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on donne la parole aux enfants, pourtant sur la question qui les concerne directement de l'école, mais alors vous verrez comme moi les résultats de ce rapport et dans ceux qui circulent déjà depuis ce matin, donc des paroles d'enfants sur la distance qu'il y a entre ce qu'ils imaginent et ce qu'ils arrivent à faire à l'école. Donc il y a des jolies paroles comme ça d'enfants qui disent combien l'école est au fond éloignée de ce qu'ils imaginaient, de ce qu'ils se sentent capables. Et ça, c'est des enfants, c'est tous les enfants, c'est pas une catégorie d'enfants. Donc ce rapport de l'UNICEF met en évidence cette question de la distance. Et l'autre élément qui apparaît dans le rapport, c'est aussi une sorte de désillusion précoce. C'est comment peut-on être déçu à 6, 7, 8 ans déjà de l'école? Et pour tous les enfants. Enfin, c'est pas, là aussi, c'est pas seulement les enfants qui sont en grande difficulté ou les enfants très vulnérables ou dont on s'occupe, par exemple. C'est ce sentiment d'une déception précoce. Qu'est-ce qui se passe pour que cette déception, pour que cette amertume soit si importante? Il y a quelque chose... en regardant rapidement ces résultats, je me disais que peut-être c'était à la hauteur, c'est un rapport sur la France, peut-être c'était à la hauteur de de nos illusions ou de notre investissement de l'école. Je pense que nous sommes un des pays où on croit, enfin, il y a vraiment cette idée que l'école, il se passe quelque chose là de très très important pour les enfants et que du coup, peut-être que cette désillusion est aussi en rapport avec ça. Moi, je ne crois pas qu'il faut renoncer aux rêves sur l'école, mais en tout cas, il faut sûrement beaucoup améliorer ce qu'on va y trouver. Et peut-être autour, comme tu le disais, avec ces initiatives
des choses du samedi matin ou à d'autres moments où on peut faire des choses qui rendent les enfants heureux et qui rendent les enfants capables d'apprendre et légitimes pour apprendre. Et la deuxième chose que je lisais encore ce matin, c'était ce qu'on appelle le café pédagogique qui réunit toute une série, en particulier des Cazenave, qui faisait circuler un rapport, enfin des éléments en tous les cas, sur les élèves exclus de l'école. Enfin, on sait que pour nous aussi c'est une préoccupation, l'importance le nombre d'élèves exclus, c'est une préoccupation d'ailleurs pour le ministère de l'Éducation nationale en ce moment. Et donc d'abord l'augmentation de ces élèves exclus, et puis le titre de ce rapport, c'est des dispositifs inadaptés pour traiter la question des élèves exclus. En tous les cas, ça pose la question de d'abord comment on inclut ceux qui sont le plus en risque d'être en difficulté par rapport aux liens scolaires, au rapport à l'école, et comment on transforme cette difficulté en une nouvelle chance pour que ces adolescents, c'est plutôt des adolescents, puissent modifier, transformer leur rapport au savoir et à l'école et sans doute au monde adulte. Alors, pendant ces 2 journées, nous allons évoquer, analyser et en particulier dans les ateliers faire des propositions de dispositifs, de processus, de modalités un peu différentes qui intègrent la singularité, l'altérité, les identités des enfants, des familles, des groupes. Alors il y en a sans doute, je voulais juste en sortir 2 rapidement. Une sur la question de la pluralité des parcours des langues, donc de respecter, de considérer que les langues, même lorsque les enfants ne les possèdent pas totalement, que c'est une richesse, en tout cas de connaître une langue ou un secteur langagier, ou de même de connaître l'existence de cette langue, de pouvoir l'utiliser à l'école pour augmenter ses capacités à apprendre, son envie d'apprendre, son désir de faire des choses et de participer à la société telle qu'elle est. Et je crois que ce défi du plurilinguisme n'est pas gagné. J'entendais même il y a peu de temps une association de parents qui disait mais on ne comprend pas pourquoi on parle de nous de manière singulière, nos enfants ne parlent même pas l'arabe. Il s'agissait d'une association de parents du Maghreb. Et je me disais mais donc ne parlent même pas. C'est-à-dire comme si ne plus parler la langue dont on vient était quelque chose qui allait favoriser l'inscription dans le monde français. On le sait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Plus on est capable, fier, tranquille avec ses histoires langagières, plus on est capable de bien apprendre le français et d'autres langues et de devenir un acteur actif dans la société mondialisée et plurilingue, mais il y a une telle dévalorisation de cette langue, de la langue de nos parents, que nos parents eux-mêmes peuvent considérer qu'il y a là un facteur de honte ou de difficulté. Donc il y a un enjeu important. Et le deuxième, mais juste pour le citer, mais il va faire l'objet d'un certain nombre d'interventions aussi, c'est la question des adolescents, de leur rapport aux représentations, au savoir, aux choses qui circulent autour d'eux, de considérer qu'est-ce qui est du savoir, qu'est-ce qui est de l'opinion, qu'est-ce qui est de l'idéologie, c'est-à-dire une manière d'être capable de critiquer
de réfléchir, de penser le monde de manière active par soi-même et ne pas être dépendant d'un certain nombre d'idéologies, de tentations qui sont parfois extrêmement déstructurantes pour les adolescents eux-mêmes et ensuite pour la société. Ces affiliations que Yoram appelle, que nous appelons avec Yoram Moujnik meurtrières. Donc ce rapport au monde des adolescents et faire en sorte que le monde tel qu'il est, celui que nous proposons, celui pour lequel nous battons, il soit désirable pour ces adolescents et qu'il ne faille pas chercher des dérives sectaires, politiques ou religieuses pour trouver sa place et pour être reconnu comme un individu pensant, aimant et capable d'action. Il y a là un autre enjeu pour les adolescents d'aujourd'hui et nous sommes responsables. Plein d'autres enjeux, mais je voulais juste citer ces deux-là pour ouvrir le colloque. Vous remercier la maire de Paris et Dominique Versini de cet accueil. Merci.